un point qui est vraiment très particulier chez les chimpanzés et qui a aussi été publié, c'est que les mâles chimpanzés préfèrent les vieilles femelles. Alors là, l'hypothèse qui avait été émise, c'est qu'ils les connaissent bien, vu qu'elles sont arrivées vers 15 ans, voilà, et qu'ils ont vu leur capacité à être des bonnes mères. Hors série encore, hors série encore. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore. Aujourd'hui, c'est un hors-série spécial Monde Animal. Je suis très très contente, je pense que ça s'entend à ma voix et à mon sourire. Très très contente de vous recevoir. Alors je vais vous laisser le plaisir de vous présenter aux auditeurs du podcast Encore. Alors je m'appelle Sabrina Kriev, je suis professeure du Muséum national d'histoire naturelle. Je suis vétérinaire de formation et je travaille depuis environ 25 ans avec des chimpanzés sauvages en Ouganda et également au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. J'aimerais bien revenir avec vous sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené parce que vous vous dites, voilà, je suis vétérinaire de formation. Et ensuite, vous avez été amené à travailler et vous êtes, et c'est vous êtes très modeste, mais vous êtes une des primatologues les plus connues et réputées aujourd'hui d'une autre époque. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès de ces grands singes, auprès des chimpanzés ? Ça a été quoi votre parcours ? Alors ça a vraiment été la rencontre qui a fait germer cette envie de travailler avec eux et sur eux et de faire de la recherche, puisqu'en fait, donc, j'avais envie de travailler avec la faune sauvage. C'est la raison pour laquelle j'ai fait vétérinaire. Je savais que je ne serais pas vétérinaire en cabinet parce que je suis allergique aux poils de chien, de chat, au foin, etc. À peu près tout ce qu'il ne faut pas pour être vétérinaire. C'est improbable pour un vétérinaire. Exactement. Donc, diagnostiquée asthmatique pour ces raisons-là depuis que j'avais 3 ans. Hein, donc, je savais très bien que ce n'était pas le métier forcément le plus optimal, mais j'avais envie de travailler donc, avec des animaux en milieu naturel et l'aspect santé m'intéressait tout particulièrement. Donc j'ai fait vétérinaire en me disant peut-être qu'après je changerai de direction, mais à la fin des études en fait on doit choisir justement de travailler sur les chiens, les chats, les vaches, les cochons, et j'ai choisi donc pendant 1 an de proposer un projet personnel qui était un projet en lien avec la faune sauvage. Donc au départ je voulais travailler sur les orang-outans à Bornéo parce que j'étais partie à Bornéo et j'avais croisé le regard des orang-outans et j'avais aussi été très touchée par la dégradation de l'environnement déjà à l'époque, par la forêt qui était complètement ravagée. Et puis cette destination n'a pas été possible. En fait, la personne avec qui je pensais pouvoir mener ce projet n'était pas prête. Son projet n'était pas lancé et il m'a orientée vers une ONG, donc une association qui travaillait à la réintroduction de chimpanzés victimes du braconnage, donc des jeunes chimpanzés dont les mères avaient été tuées par les braconniers, qui avaient été recueillis et placés sur une île dans une lagune au Congo. Et cette association voulait les relâcher en milieu naturel, en forêt. Et donc mon rôle était de les accompagner dans cette découverte de la forêt, sachant que pour moi c'était à peu près la même chose que pour eux. J'avais pratiquement jamais mis les pieds en forêt. C'était un lâcher dans la nature pour tout le monde finalement. Exactement. Et puis en fait j'avais rencontré mon mari en terminale et on avait un peu grandi ce projet ensemble. Lui avait envie de faire de la photo, donc c'était un projet qui se combinait plutôt bien. On est parti 6 mois et ses premiers pas en forêt, la découverte de l'Afrique et aussi du monde tropical, mais tout particulièrement des chimpanzés et de leur comportement, a soulevé des milliers de questions auxquelles je n'ai pas pu répondre pendant ces 6 mois et qui m'occupent toujours aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est cette curiosité qui a été extrêmement piquée dès les premiers instants avec eux qui m'a poussée à poursuivre. Donc, c'est particulièrement cette rencontre avec le chimpanzé, la famille des chimpanzés qui vous a fait dire « Ok, maintenant, moi, je veux les étudier de près ». Parce que vous parlez aussi d'études dans le monde animal, c'est-à-dire que ce n'est pas les chimpanzés qui sont aujourd'hui dans certains zoos, vous souhaitez les étudier sur le terrain. Qu'est-ce que ça signifie du coup dans votre quotidien, vous en tant que primatologue, et puis ensuite avec toutes vos autres fonctions ? J'ai vu aussi que vous étiez spécialiste d'écologie comportementale. Je voulais voir aussi avec vous ce que ça signifiait concrètement. Oui, en fait, donc, je suis partie de la médecine vétérinaire. L'objectif, c'était de voir si, dans cette forêt, ils réussissaient à trouver à manger et si leur santé n'était pas détériorée après ces premiers mois passés en forêt et s'il n'allait pas falloir les ramener dans le monde humain.
Et en fait, c'est ça qui nous a absolument épaté, c'est que dès les premiers instants, évidemment, ils avaient tendance à revenir vers nous pour avoir le contact et pour la facilité, mais en même temps, ils étaient extrêmement curieux, explorateurs. Ils ont réussi à trouver dès les premiers instants de quoi manger, mais ils mangeaient des petites quantités de plein de fruits et de plantes différentes avant, au bout de certains mois, de se concentrer sur ce qui ressemblait à un régime alimentaire de chimpanzés sauvages. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire de la recherche, c'est-à-dire de ne pas uniquement me contenter du soin, même si évidemment ça aurait été très bien, hein. Mais de toute façon, sachant que j'avais vraiment envie de travailler sur la faune sauvage, le soin dans ces cas-là, c'est plus du soin à distance ou du soin très ponctuel, et c'est plus de l'observation de l'état de santé et de faire en sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui One Health, hein, de faire en sorte que la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement se combinent pour en faire un environnement favorable à tous. Et quand on parle d'écologie comportementale, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire pouvoir étudier le comportement des animaux dans leur environnement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre ces espèces animales, les plantes et les agents pathogènes. Donc faire en sorte que quand il y a un truc qui se dérègle, comprendre pourquoi et comment chacun fait pour essayer de le rétablir. Et la question qui m'a le plus intéressée dès que j'ai rencontré les chimpanzés, c'était justement comment est-ce qu'ils ont choisi ces plantes-là et comment ça se fait que les assistants qu'on avait, qui étaient congolais et qui nous disaient « mais moi, cette plante-là, je la connais très bien. Au village, je l'utilise pour soigner la diarrhée ou bien ma mère fait une décoction et me le donne quand je tousse. Pourquoi les chimpanzés mangeaient cette plante-là ? Est-ce que c'était juste une erreur ou bien est-ce qu'il y avait une raison qui pouvait être de se soigner ? Et c'est ça qui a guidé mes premières années de recherche sur les chimpanzés sauvages, cette fois-ci en Ouganda, et qui, en fait, m'a assez émerveillée parce que oui, ils mangent des plantes qui, a priori, agissent sur leur santé et qui sont aussi bonnes pour nous et que nous n'avons pas encore découvert. Donc c'est vraiment eux qui, dans ces années-là, m'ont servi de guide pour proposer des nouvelles molécules pour les humains. Ah, c'est incroyable. Le pont a été fait ensuite comme ça. Parce que vous avez donc vécu et vous vivez encore en Ouganda à un certain moment de l'année. C'est au travers peut-être de la fondation que vous avez co-créée avec votre mari également ? Oui, mais c'est vraiment dans le cadre de mes travaux, parce qu'en fait, travailler avec les chimpanzés sauvages, alors il y a eu une étape, hein, donc ces premiers chimpanzés qui étaient orphelins, qui avaient vécu avec des humains, ils acceptaient notre présence. Mais des chimpanzés sauvages, en fait, ont extrêmement peur des humains. Il y a une crainte, une peur panique, parce que dans la plupart des pays d'Afrique, donc les chimpanzés vivent dans plus d'une vingtaine de pays d'Afrique, partout ils sont chassés, et l'humain est la principale menace pour leur survie. C'est intégré dans leur ADN qu'un humain, c'est un danger. C'est un danger. Donc, en fait, il faut réussir à dépasser cette peur, obtenir leur confiance. Et ça prend des années. Et sur le projet qu'on a créé en 2008, aujourd'hui, certains individus du groupe qu'on suit ne sont pas encore bien habitués. Donc, ça peut prendre 15 ans, 20 ans avant qu'un chimpanzé accepte, voire dans certains cas, il n'accepte jamais que vous les approchiez. Et donc, c'est ce travail de longue haleine qui fait qu'on ne peut pas dire je vais passer 15 jours en Afrique, au Congo ou en Ouganda, et puis après, je vais ailleurs. Non, il faut s'investir sur le long terme. Et c'est peut-être ça qui nous rapproche de votre sujet, c'est-à-dire qu'on voit chaque individu grandir et changer. On arrive à un moment où certains vont être des enfants, mais après 15 ans, ils vont avoir, pour les femelles, peut-être quitter le groupe, et pour les mâles, être maintenant père. Et puis on voit vieillir et les femelles avoir des enfants. Donc c'est vraiment une histoire familiale, une histoire d'une société que l'on suit au cours du temps. Et il y a plusieurs, parce que est-ce qu'on parle de la société des chimpanzés ou c'est des familles ? Est-ce qu'il y a des familles ? Comment ils fonctionnent entre eux ? Moi, je suis intriguée. Et après, on va justement aborder le sujet de la vieillesse, l'intergénérationnel, etc. Mais comment
Comment ça fonctionne entre eux? Alors, les chimpanzés vivent en groupes sociaux qu'on appelle les communautés. C'est-à-dire que dans une communauté, tous les individus se connaissent et se tolèrent. Ils vivent sur un même territoire, mais ils ne sont pas ensemble toute la journée et tous les jours. C'est pratiquement comme les humains, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils vont être avec certains individus. 1 heure après, ils vont aller prendre un déjeuner dans un arbre et ils vont rencontrer 3 ou 10 autres. Puis ils vont aller faire une sieste ou un épouillage au sol avec encore d'autres. Et donc, quand un matin on se lève pour aller travailler avec des chimpanzés, on ne sait jamais qui on va rencontrer. On peut décider de qui on va suivre parce qu'ils dorment dans des nids. Donc si le soir on a laissé un chimpanzé dans un nid, le lendemain matin on peut aller à son nid pour le retrouver. En principe il y sera, si on arrive assez tôt, avant son réveil. Et ensuite on peut le suivre, mais on ne sait pas avec qui il va rencontrer. Ouais. Et donc c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il n'y a absolument aucune routine et chaque jour est complètement différent du précédent. C'est comme un village. Alors, c'est comme un immense village parce qu'en plus... Ils sont combien, généralement, les populations que vous observez? C'est très variable. Il peut y avoir entre 15 et 200 individus dans une communauté et la taille du territoire peut varier entre 10 km² et 200 km². Le groupe que je suis donc depuis 2008, celui qu'on a habitué et sur lequel on travaille, compte environ une centaine d'individus et ils vivent sur 25 km². Mais certains chimpanzés, on ne les a vus qu'1 ou 2 fois. Parce qu'en fait, il peut très bien, selon l'endroit où vous êtes, on peut en fait se courir après un petit peu comme ça, sans se voir. Et donc, on a aujourd'hui certaines aides qui sont très utiles, que sont les pièges caméras, les caméras trappes, qui permettent en fait d'être des espèces d'espions de la forêt, qu'on positionne à certains endroits stratégiques et où on espère pouvoir voir le plus d'images de chimpanzés possible. Et donc, par exemple, nous, on travaille dans un endroit très particulier qui est une zone de forêt entourée de plantations et les chimpanzés adorent le maïs, donc sortent de la forêt pour aller manger du maïs. Donc en positionnant nos caméras à ces endroits-là, parfois on voit des chimpanzés qu'on ne voit jamais en vrai. Ils n'ont pas de choix, là. Ils ont besoin d'aller manger, donc c'est là où vous les captez. Ouais, alors c'est même pas besoin parce qu'en fait, on a aussi travaillé sur ces questions-là et on s'est rendu compte que ils ont suffisamment mangé dans la forêt. Hein. Voilà, c'est leur chocolat, quoi. C'est vraiment une attirance spécifique pour ces aliments qui ont été sélectionnés par les humains pour être sucrés et pour être riches en énergie. Et en mangeant 6 épis de maïs, ils ont pratiquement autant de calories que quand ils passent leur journée à chercher des petits fruits dans la forêt, des figues, etc. Donc voilà. Et donc ce qui se passe après au niveau de cette communauté, c'est que ce sont les femelles à l'adolescence qui quittent la communauté pour aller dans un groupe voisin. Et donc la communauté reçoit des nouvelles femelles adolescentes qui vont se reproduire sur ce territoire-là avec les mâles qui, eux, restent toute leur vie là où ils sont nés. Dans la même communauté. C'est les femelles qui partent. D'accord. C'est un évitement d'une consanguinité qui est naturelle, du coup. C'est comment vous l'expliquez ça, En fait, c'est évidemment ce qui se produit. Comment on l'explique et pour quelles raisons, à un moment donné, les femelles décident de changer de groupe, c'est pas toujours si évident, même si vraiment il y a un espèce d'évitement de l'accouplement avec les femelles du groupe. C'est-à-dire que les mâles ne sont pas du tout attirés par ces jeunes femelles et ne copulent pas avec elles. Donc probablement, hormonalement, si elles veulent se reproduire, elles vont aller chercher ailleurs et changer de groupe. Mais en fait, on ne sait pas tant de choses que ça sur les groupes voisins. Parce qu'en gros, ça fait 60 ans que Jane Goodall, qui a été la pionnière du travail sur les chimpanzés sauvages, a mené ses premières études. Elle, en leur donnant à manger, donc elle a assez rapidement obtenu des informations intéressantes, mais c'est une méthode qui a été très rapidement abandonnée parce qu'elle s'est faite attaquer. Enfin voilà, ça devenait extrêmement compliqué de continuer à suivre les chimpanzés de cette façon-là. Donc il a été complètement proscrit d'utiliser l'alimentation. Donc nous, c'est vraiment par la répétition des contacts, alors d'abord à 50 mètres visuellement, puis petit à petit, au bout d'années... Vous avez des contacts tactiles? Non, on n'a pas de contact physique, donc
Donc, on garde 8 à 10 mètres de distance avec eux pour ne pas leur transmettre de maladies et pour éviter aussi qu'ils se rendent compte qu'ils sont énormément plus forts que nous. Même à 5 ou 10 ans, ils sont extrêmement costauds. Et ça a pour conséquence que, par exemple, moi, j'ai jamais été attaquée, touchée, mordue, quoi que ce soit par un chimpanzé. Parce qu'il n'y a jamais eu de... il n'y a jamais eu de contact agressif. Ils attendent rien de nous, vu qu'on ne leur donne pas à manger. On peut manger ce qu'on veut à côté d'eux, hein. Des bananes, des cacahuètes, absolument tout, du maïs à 5 mètres d'eux. Jamais ils viendront nous attaquer pour essayer de prendre nos aliments. Il y a une espèce de respect. On est devenu neutre dans l'environnement, mais parfois ils nous utilisent. Quand par exemple il y a une rencontre avec un groupe voisin, ils vont venir se mettre en retrait derrière nous parce que... donner un bouclier humain, littéralement. Pareil, quand ils veulent aller dans les champs, et c'est pour cette raison que quand on arrive en lisière de forêt, on les laisse parce que sinon, en fait, ils se sentent beaucoup plus en confiance et ils nous utilisent aussi en se disant que on va les protéger des fermiers qui sont avec leurs lances et qui essayent de les chasser. Voilà, donc il y a une relation assez particulière qui est vraiment individuelle, c'est-à-dire qu'ils nous identifient. C'est pas n'importe quel humain, c'est Sabrina ou Ronald ou Nelson pour nos assistants. Et ils font pas la confusion avec un braconnier ou un fermier. C'est-à-dire qu'ils continuent à avoir peur des fermiers, ils continuent à avoir peur des gens dans la forêt qui ne sont pas de notre équipe, qu'ils identifient individuellement, probablement aussi par notre allure. On a tous des sacs à dos, on marche tous à peu près de la même vitesse, etc. Puis votre odeur, vous dégagez quelque chose, ils vous ont identifié... Oui, après, on pourrait se dire que, je ne sais pas, par exemple, les Ougandais vivent dans des maisons où ils font du feu. Donc, par exemple, pour moi, humaine, l'odeur des Ougandais, elle est relativement similaire. Donc, il y a probablement un ensemble de signaux olfactifs, visuels, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment très précis. Et qu'est-ce qui vous a, à l'étude donc ça fait plus de 25 ans que vous allez les rencontrer, depuis 2008 particulièrement ce groupe. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui à l'étude de ce groupe sur la partie interconnexion entre les membres? Comment ça se passe entre eux? Est-ce qu'il y a... est-ce que vous parlez des pères, des géniteurs tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une notion de parents avec les enfants et les grands-parents avec les petits? Comment ça se passe dans la cellule? Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on a toujours eu tendance à définir comme étant différent des humains, notamment cette question de la grand-mère, puisque donc c'est une société multimâle, multifemelle, relativement équilibrée, autant de mâles, autant de femelles. Les accouplements se font des femelles avec plusieurs mâles et des mâles avec plusieurs femelles. Il y a des préférences et parfois on voit deux individus qui partent en ce qu'on appelle une lune de miel, c'est-à-dire qu'ils s'extraient du groupe. Mais la plupart du temps, quand une femelle est prête à s'accoupler, ça se traduit par un gonflement de sa zone anogénitale, donc ses fesses deviennent gonflées et toutes roses. Et ça, c'est un signal qui n'est pas trompeur pour les mâles. Et donc, il y a une espèce de course pour essayer de copuler avec cette femelle. Donc là, se met en place des jeux de dominance, etc. Avant, on pensait que c'était le mâle dominant qui la monopolisait au moment le plus opportun, au moment de l'ovulation, et puis qui laissait les autres au moment où elle n'était pas fertile, juste pour être tranquille. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a plein d'enfants chimpanzés qui n'ont pas pour père le mâle alpha, le mâle dominant. Donc ça veut bien dire que tous réussissent à avoir à certains moments une femelle en Mais oestrus. est-ce qu'ils le savent entre eux? Quand il y a une naissance, est-ce qu'il y en a un qui dit « c'est le mien » Justement, a priori, non, même si en captivité, il y a des tests qui ont été conduits et qui semblent montrer une préférence et une attention plus particulière des mâles chimpanzés pour des photos d'individus qui leur ressemblent et qui sont leurs enfants. Bon, après, en milieu naturel, ça n'a pas été montré. Par contre, la famille nucléaire de la mère et ses enfants, ça, c'est quelque chose de très fort. Et votre question qui portait sur ce qui m'a le plus touchée dans ces relations entre individus, c'est probablement le fait que, justement, ce sont les mâles qui adoptent et qui prennent soin des individus les plus faibles et orphelins. On a le cas, en fait, d'une femelle qui est morte en laissant deux enfants, l'un de 7 ans et l'un d'à peu près 3 ans.
orphelin, à cet âge-là, 3 ans, c'est quasiment impossible de survivre. Jusqu'à 3-4 ans, en fait, les femelles allaitent leurs bébés, elles les portent, et l'apprentissage se poursuit jusqu'à 10-12 ans, l'adolescence. Et dans ces conditions, quand la mère est vivante, elle leur apprend où sont les bons arbres, quels sont les bons aliments, etc. Donc il y a aussi chez les chimpanzés une utilisation d'outils, par exemple, pour collecter du miel, ou de feuilles qui jouent des rôles antiparasitaires. Donc tout ça, ça s'acquiert vraiment au cours du temps. Et en dessous de 3 ans, les bébés chimpanzés ne survivent pas. Et donc, dans ces 2 chimpanzés ont survécu parce qu'un troisième, qui était adolescent, mais qu'on ne voyait pas souvent avec cette femelle-là, donc la génétique ne nous a pas confirmé qu'il était frère des 2 autres, ce jeune chimpanzé de 13 ans a pris en charge les 2 plus petits et il est resté constamment avec eux. C'est-à-dire que quand ils étaient là, lui faisait toujours tampon entre nous et eux. C'était au début, en fait, de l'habituation. Il s'assurait qu'on ne les approchait pas trop. Il les a jamais laissés. Il les a sauvés. Et enfin, voilà, c'est une relation assez incroyable parce que lui-même, en fait, était freiné par ces 2 petits qui avançaient pas vite, qui l'attendaient pour leur montrer quels fruits il fallait manger, etc., qui les épouillaient. Et je pense que ça m'a vraiment étonnée parce que il était encore en plein développement. Oui, lui-même était encore adolescent, finalement. Il était adolescent, on ne voyait pas de mère à côté de lui. Et il a pris en charge 2 individus qui, a priori, génétiquement, on n'a pas trouvé de relation de parenté. Donc ça remet beaucoup en cause... Enfin, ces questions d'évolution qui nous disent toujours, oui, on est peut-être nous humains et certains animaux sont empathiques, mais en fait, c'est juste pour favoriser nos propres gènes et la survie de nos propres gènes. Là, ça me semble pas aussi clair, quoi. Elle est belle cette histoire parce que ça oui, montre et puis ça aussi, remet aussi beaucoup de questions autour du genre, c'est-à-dire cet instinct maternel des femelles ou des femmes. Ce que les chimpanzés m'ont appris aussi, c'est que les garçons, les mâles chimpanzés jouent à la poupée. C'est-à-dire que en fait ils récupèrent des branches, enfin des espèces de petits rondins qui vont choyer, pouponner, garder avec eux comme une poupée. Donc ils vont se trimballer ce morceau de bois pendant des heures, les poser à côté d'eux quand ils mangent, leur construire des nids, les poser dans les nids, les mettre contre eux, les serrer, etc. Et au départ, quand on a vu ces comportements, on s'est dit tiens, les chimpanzés jouent à la poupée. Déjà, c'était étonnant. Mais en plus, quand on se rend compte que c'est pas, c'est pas forcément les femelles, alors les femelles le font aussi, mais que des mâles aussi le font, ça nous remet un peu les idées en place sur nos questions de genre. Par rapport à cette histoire que vous venez de raconter, la notion d'intergénérationnel, du coup, est-ce qu'elle existe dans ces grands ensembles? Enfin, est-ce que vous l'avez vu? Parce que là, on parle de la mère qui est malheureusement décédée, et puis c'est une autre personne, peut-être un cousin ou autre, qui est venu s'occuper des 2 petits. Est-ce qu'il y avait des grands-parents pas loin autour? Alors, on va parler un petit peu plus tard d'une étude très récente qui est parue sur la ménopause chez les chimpanzés et qui est vraiment très intéressante. Mais sur votre question d'intergénération, en fait, dans la communauté, évidemment, il y a des individus qui sont âgés. Et parmi les individus âgés ou qui n'ont pas de cycle sexuel, de femelles, donc qui n'ont pas de cycle sexuel, moi, j'ai vraiment pu observer que ces femelles-là portaient une attention particulière aux autres individus du groupe. Je pense que la charge que représente un jeune enfant pour une femelle chimpanzé est vraiment très importante, ce qui explique qu'elles ne prennent pas forcément soin des orphelins, parce que déjà, s'occuper de ses propres enfants, c'est énorme. Par exemple, quand une femelle a des jumeaux, généralement, ils ne survivent pas, parce que 2 bébés chimpanzés, c'est énorme. Voilà, et que même quand l'intervalle entre naissance est trop court, par exemple 3 ans, c'est extrêmement court, c'est-à-dire qu'elle a un bébé sur le ventre, un bébé sur le dos, et elle est complètement dévouée à ses enfants. Elle fait son nid, elle dort avec ses enfants et elle est tout le temps avec, à portée de bras, à y faire attention. Et donc ces femelles qui, dans notre cas, en fait, 3 d'entre elles n'ont pas ces gonflements sexuels, donc
elles sont peut-être un peu âgées, mais surtout, on suspecte qu'il y a un effet des pesticides, des plantations, notamment de maïs, voire de thé, sur leur cycle hormonal. Mais en tout cas, celles-ci, quand des femelles adolescentes arrivent dans le groupe, elles acceptent tout le temps d'être suivies. Et de la même façon que ce jeune mâle attendait les jeunes orphelins, elles attendent les femelles qui sont les nouvelles arrivantes. Ah, génial. Comme vraiment une espèce de transmission, à la fois donc, pour découvrir le territoire et pour servir un peu de médiateur avec les autres membres du groupe. Parce que quand on arrive et qu'on est une jeune femelle chimpanzé, qu'on a 13-14 ans et qu'on doit s'intégrer dans un groupe ça doit pas être facile, voilà, tout le monde se connaît, c'est quand même... Alors on a souvent l'impression que les chimpanzés sont extrêmement violents. Ils ne sont pas forcément toujours violents, mais en tout cas, ça crie, il y a de l'action, etc. Donc, il faut réussir à trouver sa place dans le groupe social et ce n'est pas évident. Et ces femelles-là jouent un rôle de tampon, en quelque sorte, et de transmission. Voilà. Et ça, c'est assez étonnant aussi. Et c'est très riche d'apprentissage sur la tolérance et l'acceptation d'étrangers et l'attachement en quelque sorte à ces individus qui sont nouveaux et qui ne sont pas affiliés a priori. Sûr. Alors justement sur l'étude qui est parue récemment là, dans Science Jeudi, c'est ça ? Dans Science, ouais. Science. Donc c'est la première fois qu'on fait un lien sur la ménopause chez des sujets féminins chimpanzés. Ça a été le cas, j'ai vu, pour des cétacés. On avait étudié que certains cétacés avaient la ménopause. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes sur cette étude ? Alors ça, c'est vraiment assez étonnant parce que jusqu'à présent, donc, parmi les espèces de mammifères terrestres, nous étions les seuls encore humains à avoir cette particularité d'avoir la ménopause, une ménopause. Effectivement, ça a été montré chez quelques espèces de baleines, les orques, les belugas, etc. Mais chez aucune autre espèce terrestre. L'hypothèse qui permettait d'expliquer, une des hypothèses, il y en a deux principales, que les femmes étaient ménopausées, c'était ce rôle de grand-mère qui serait plus utile et plus opportun que celui de procréer soi-même. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, aider ses filles ou ses fils à élever ses petits-enfants, ça permet de faire en sorte que ces gènes se transmettent bien. Et donc de faire en sorte que sa famille soit protégée et grandisse. À partir de cet âge-là, avoir soi-même un enfant, ça deviendrait risqué, notamment chez les femmes, parce qu'il y a ce risque de mortalité à la naissance à cause de la grosse tête des enfants. Et donc, quitte à survivre, il faut survivre pour protéger ses propres descendants. Ça, c'est remis en cause par la ménopause chez les chimpanzés. Parce que je vous ai dit, en fait, les femelles quittent leur communauté de naissance. Donc, en fait, les femelles chimpanzés ne connaissent pas leurs petits-enfants, en tout cas, les enfants de leurs filles. Et comme il n'y a pas de vraiment reconnaissance de paternité qui est encore tout à fait établie, les petits-enfants de leurs fils, a priori, c'est pas non plus quelque chose qui... En tout cas, elles en prennent pas soin individuellement, spécifiquement, plus particulièrement. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ces hypothèses vont évoluer. Est-ce qu'on va encore dire les humains sont complètement différents et pas chercher d'explications évolutives, ou bien est-ce qu'on va trouver d'autres hypothèses. En tout cas, sur la base de ce que je vous disais tout à l'heure sur nos femelles qui n'étaient pas cyclées, en fait, il y a quand même des problèmes chez les chimpanzés avec nos études. C'est que c'est extrêmement difficile de donner un âge précis aux chimpanzés. Je vous le disais, il faut énormément de temps avant d'habituer ces chimpanzés. Donc, les plus jeunes individus que j'ai suivis, pour lesquels je peux donner un âge à 6 mois près, aujourd'hui, ils ont 26-27 ans. Ouais. Donc, c'est jeune pour un chimpanzé. Un chimpanzé peut vivre 70-80 ans. Et la ménopause, elle arrive à quel moment ? Et la ménopause arrive à 50 ans, selon cette étude. Okay. Et il y a très peu de communautés où il y a suffisamment d'individus qui ont été étudiés et qui survivent à 50 ans, c'est ce qui explique en fait que jusqu'à présent, on n'avait pas observé et pas vraiment publié d'études sur la ménopause. Nous, par exemple, dans la communauté que j'étudie, tous les vieux chimpanzés aujourd'hui, quasiment, sont morts
que ce soit les mâles ou les femelles. Il y a énormément de menaces qui pèsent sur les chimpanzés, que ce soit le braconnage, la perte de l'habitat, la pollution, les maladies. Et donc, statistiquement... Leur espérance de vie, elle a chuté par rapport à 25 ans depuis que vous les étudiez de très très près? Alors, je ne sais pas si elle a chuté, mais en tout cas, c'est difficile de vieillir. Elle est faible. Voilà. Oui, c'est difficile d'être un vieux chimpanzé. C'est quoi l'espérance de vie? Ils peuvent vivre jusqu'à 70-80 pour une mort naturelle. Dans un milieu sauvage, c'est quoi aujourd'hui? Alors, c'est variable selon les communautés parce que les pressions que font subir les humains sur les forêts sont variables, mais ça peut être entre 20 et 35 ans maximum. Donc là, il y a encore une maturité sexuelle et pour le sujet féminin et masculin. Masculin, il n'y a pas d'andropause. On n'a pas vu d'andropause. On savait de toute façon qu'il y avait une baisse de la fertilité et en tout cas une augmentation des intervalles entre les naissances pour les femelles chimpanzés. C'est-à-dire que quand elles sont jeunes, donc elles commencent à avoir leur premier bébé autour de 15 ans, généralement le premier bébé, c'est très rare qu'il survive parce qu'il y a cette question d'apprentissage, savoir être mère, savoir s'alimenter soi-même pour avoir suffisamment de lait, savoir s'intégrer dans le groupe pour pas faire prendre de risques à son bébé. Enfin voilà. Donc c'est vraiment rare que le premier bébé survive. Ensuite, l'intervalle, c'est à peu près 4 ans, 3-4 ans. Et puis vers la fin, vers 45-50 ans, nous, on a plutôt tendance à avoir des intervalles de 8 ans, 7-8 ans. Mais dans les groupes que j'ai étudiés, donc celui de Sebitoli, où je travaille actuellement, et le précédent, Kanyawara, qui est dans la même forêt, on avait des femelles qu'on avait estimées avoir 60 ans, qui avaient des enfants de 7-8 ans. Donc pour nous, en fait, il y a toujours, et elles ont toujours des gonflements sexuels qui sont beaucoup moins importants, mais en tout cas, elles attirent toujours les mâles et il y a toujours des accouplements. Un point qui est vraiment très particulier chez les chimpanzés, et qui a aussi été publié, c'est que les mâles chimpanzés préfèrent les vieilles femelles. C'est bien. Alors là, l'hypothèse qui avait été émise, c'est qu'ils les connaissent bien, okay. Vu qu'elles sont arrivées vers 15 ans, voilà, et qu'ils ont vu leur capacité à être des bonnes mères, qu'ils ont noué des relations. Et ils ont peut-être déjà eu, des relations. Ils ont des relations sexuelles en dehors d'un accouplement pour engendrer. Alors en fait, en dehors de ces périodes de gonflement sexuel, il n'y a pas d'accouplement. D'accord. Mais par contre, il y a des attouchements qu'on dirait sexuels pour des humains. C'est-à-dire que ils vont voir les femelles, même si leurs ostrus, sur leurs parties génitales sont pas gonflées, ils vont les inspecter, ils vont les toucher, ils vont mettre leurs doigts, ils vont sentir, voilà. Donc il y a vraiment... Et inversement aussi. C'est plutôt les mâles vers les femelles. C'est extrêmement rare que les femelles viennent toucher les organes génitaux des mâles. Okay. C'est beaucoup plus souvent dans l'autre sens. Évidemment, sauf les mamans qui prennent soin de leurs fils quand ils sont petits. mais ensuite, il y a assez peu d'inspection de ce type-là des femelles envers les mâles. Entre mâles, il y a beaucoup de comportements qu'on pourrait qualifier de sexuels qui ne le sont pas forcément. Par exemple, il y a des montes, c'est-à-dire que des mâles s'enlacent, miment l'accouplement, mais généralement, c'est pour se rassurer. Donc, on pourrait penser que c'est sexuel, parce que ça ressemble vraiment à un accouplement. Et d'ailleurs, nos assistants ougandais appellent ça des accouplements. Okay. Il n'y a pas de pénétration, mais il y a vraiment... ils miment un accouplement. Et ça, on le voit dans des situations de stress, et ça semble les apaiser. D'accord. Pareil, entre mâles, là, par contre, c'est fréquent de se toucher les parties génitales. Okay. Ils vérifient si tout est en place. En fait, c'est vraiment... Donc, dans les gestes d'apaisement, il y a se toucher la main, donc se tendre la main à l'autre et que chacun, en fait, comme une poignée de main ou comme se toucher la main, ou alors toucher les parties génitales. C'est parti des... Il y a différents checks en fonction de l'humeur. Voilà, exactement. Moi, il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder parce que ça fait aussi partie du sujet de mon podcast, c'est le sujet de la mort. Comment ça se passe, la mort? Est-ce qu'ils ont des rituels quand il y a un sujet qui meurt? Est-ce qu'il y a... Je vais poser des questions complètement bêtes, mais est-ce qu'il y a des enterrements? Est-ce qu'il y a des... Voilà, comment ça s'accompagne? Alors, déjà, c'est difficile à observer. Parce que, donc, comme tous les individus ne sont pas ensemble, quand un individu, souvent, est malade ou affaibli, il a tendance à s'isoler.
Et suivre des chimpanzés dans la forêt tropicale, même quand ils sont malades et affaiblis, et qu'ils sont seuls, c'est extrêmement difficile. Nous, on les suit, soit parce qu'ils vocalisent beaucoup, donc on arrive à les suivre, à les trouver, etc. Soit parce que quand ils se déplacent, ça laisse des marques au sol, c'est-à-dire que les herbes sont pliées, etc. Et forcément, avec un grand groupe, on arrive facilement à les suivre. Quand un individu est tout seul et qui veut se cacher, parce que quand on est malade et affaibli, qu'on soit humain ou chimpanzé, on n'a pas envie d'être enquiquiné par des gens qui vous collent au basque. On peut passer à 3 mètres d'un chimpanzé sans le voir. Donc c'est difficile de voir un chimpanzé mourant. Pour mourir. Alors, ils se cachent, d'autant plus que souvent, ils construisent un nid en haut. Et enfin, moi, les quelques fois où j'ai vu des chimpanzés morts, ils étaient morts dans leur nid. Ouais, ils étaient morts dans leur nid. Donc, si c'est une femelle, généralement, il y a les enfants qui restent autour. Et donc là, quand on trouve les enfants à côté d'un nid et puis que l'individu ne se lève pas, on se doute qu'il est mort. Ce qu'on a fait dans ces cas-là, par exemple, c'est descendre le corps pour faire une autopsie. Là, moi, la fois où j'ai fait ça, ça m'a vraiment choquée parce que les enfants, en fait, même une fois la mère mise dans un sac pour la transporter, continuaient à suivre le sac. Donc, je me suis dit que je le ferais plus. Donc, il peut arriver qu'on fasse les autopsies quand on veut vraiment savoir de quoi l'individu est mort sur place. Mais aujourd'hui, moi, je ne recommande plus jamais d'amener le corps. Parce que c'était pas une mort naturelle. Si, c'était une mort naturelle d'infection respiratoire, D'accord. mais on suspectait c'était que pas ce soit son âge. Voilà, elle était jeune, Okay. et puis on suspectait que ce soit une maladie transmise par les humains. Ce qui a été confirmé, en fait, que c'était une bactérie qui était qui était résistante aux antibiotiques. Donc, a priori, qui avait été transmise soit par l'équipe qui les suivait, mais plus probablement par des gens dans les villages. Voilà. Donc, c'est difficile à voir. Il y a eu quelques cas où il a été décrit des sortes de rituels, notamment de couvrir le corps par des branchages. Moi, je ne l'ai jamais vu. Par contre, ce qu'il y a, c'est un test vraiment du fait qu'il y ait une réaction en corps. Donc, par exemple, quand un individu est vraiment affaibli, les autres vont passer et vont le toucher pour voir s'il y a encore une réaction. Donc ça, on l'a vu avec un individu qui était couvert d'abcès et où on pensait qu'il allait mourir. En fait, il s'en est sorti. Mais pendant plusieurs jours, il est resté allongé au sol sans bouger. Et il y avait du soin apporté par les autres de la communauté ? Il n'y avait pas de soin. Il y avait vraiment des visites récurrentes. Il passait le voir. Et c'était assez étonnant parce qu'en fait, nous, on ne pouvait pas s'approcher à moins de 20 mètres tellement ils sentaient mauvais. Et eux, il y a un petit qui a vomi quand même. Donc malgré ça, venaient, s'approchaient de lui, l'inspectaient. Alors, sans lui donner des vivres ou de l'eau Non. On a eu aussi des cas où des femelles étaient mourantes et où leurs enfants restaient à côté et où là, la femelle était près d'un ruisseau. Donc elle arrivait à boire, puis finalement elle est morte, mais voilà. Mais par contre, et c'est aussi la particularité de mon travail sur l'automédication, c'est qu'il s'agit bien d'automédication et très rarement de soins. En fait, il y a de la facilitation d'obtention de certaines plantes. Quand une mère, par exemple, mange quelque chose, elle va aider son petit à manger la même chose, mais elle ne donne pas de choses qu'elle-même ne mangerait pas. Par exemple, elle ne mange pas d'écorce très amère à son enfant si elle-même n'en mange pas. Ce qui peut paraître complètement logique, parce que nous, on a des pharmaciens, des médecins, on connaît les posologies, etc. Si on donne un peu au hasard, même si la mère était capable de poser un diagnostic, donner la bonne dose, c'est pas évident. Ce qui probablement permet à l'individu de savoir combien il doit en manger, c'est ce goût très désagréable qu'ont aussi nos médicaments, amers, qui donnent un signal en disant voilà, t'en as mangé un peu, mais il faut pas en manger plus, sinon tu risques de t'empoisonner. Et donc cet apprentissage, il se fait probablement à la fois individuellement, il est basé sur la gustation, et socialement parce qu'il est encouragé par des pratiques d'autres qui ont été observées. Mais voilà, le soin à l'autre dans des cas de substances vraiment actives, ça semblerait dangereux.
Donc les relations à la mort, ce qui est sûrement le plus frappant, c'est celle des mères avec leurs enfants, qu'elles vont garder pendant des jours, voire des semaines. Donc elles vont porter les dépouilles de leur bébé qui vont se momifier et donc garder le bébé avec elles comme ça. Et vous sentez des signes de tristesse, d'empathie ? Alors, en fait, des signes qu'on peut interpréter comme ça, notamment pourquoi ne pas laisser le corps et la dépouille, parce que, je vous le disais, ils testent, hein, donc est-ce qu'il y a une réaction ? Par exemple, moi j'ai vu des individus prendre des bras d'individus morts, les lever, les laisser retomber, constater, et donc après continuer leur chemin. Donc, pour moi, c'est évident que la mère est consciente qu'il y a un état différent entre le jeune qui est vivant, ensuite qui est inconscient et qui est mort. Et donc, malgré cet état qui est constaté, elle garde le corps. Donc, oui, je pense qu'il y a une question d'attachement. Ensuite, il y a des signes qui sont qu'elle peut épouiller le corps du petit, mais si par exemple on lui prend le corps du petit, ce que j'ai déjà constaté dans des cas de recherche où le petit était pris pour faire pareil une autopsie, savoir de quoi il était mort, là pour le coup elle va passer son temps à épouiller des feuilles. Ah oui. Ouais. Voilà, donc, et puis dans une posture qui est vraiment renfermée sur elle-même avec des comportements. Donc on pourrait comparer ça à du deuil ? Oui, en tout cas, une émotion qui fait qu'elle est dans la tristesse. Après, là, ce que je suis en train d'étudier aussi, c'est les comportements des éléphants. Parce que, donc, avec ces fameuses caméras qu'on pose dans la zone où on est, il y a beaucoup d'éléphants. Et donc, j'ai posé une caméra à l'endroit où il y avait des carcasses de 2 éléphants morts, une mère et son petit. Et donc là, je suis en train de dépouiller un nombre très important de clips où on voit différents groupes d'éléphants qui viennent sur les dépouilles et qui touchent les ossements, qui les retournent, qui se les mettent sur eux-mêmes. Et donc là, pour le coup, on est certain que ce n'est pas des groupes apparentés, puisqu'il y a au moins une dizaine de groupes familiaux différents qui viennent et qui reviennent. Donc, comme c'est une mère et son petit, et que les éléphants vivent en groupe avec des matriarches et donc de femelles, vu le nombre de groupes parmi les groupes qui ont visité, il y en a forcément qui ne sont pas... On s'occupe beaucoup de familles différentes. Et donc, vraiment une attention portée aux dépouilles. Et ce n'est pas 3 minutes, c'est des heures. Des nuits entières à toucher, à caresser, à retourner les tissus, la peau, les os. Et j'ai aussi observé 2 fois des mères éléphantes qui portent les corps de leurs bébés. Alors, pour des chimpanzés, déjà, transporter un petit corps, ça retarde, ça rend les choses difficiles pour manger, etc. Mais ils ont des mains, ils sont très agiles, etc. L'éléphante qui porte avec sa trompe le corps extrêmement lourd de son bébé, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que, alors c'est pas un sujet très drôle la mort, mais moi je trouvais ça intéressant d'essayer d'étudier les parallèles que vous observez. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué en vous disant oh là là, ce sur quoi je suis en train d'assister, ça ressemble grandement à ce que moi je pourrais voir dans une société humaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise autour de ces questions de la mort ? Mort ou même de l'intergénérationnel, des choses plutôt qu'on aurait apparentées à des humains et que vous voyez Moi, ce qui me touche tout particulièrement, c'est justement ces relations entre les grands mâles et les jeunes enfants. C'est-à-dire que théoriquement, on dit qu'il n'y a pas donc, de reconnaissance de paternité, mais les mâles adultes qui pèsent 60 kilos, qui sont hyper costauds, etc., jouent avec et ont une délicatesse, une attention envers les tout petits et une tolérance qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que les petits peuvent venir leur sauter sur le ventre, sur la tête, etc., au pire, ils vont se retourner, mais le plus souvent... Ils ne vont pas les envoyer balader, quoi. Non, au contraire, ils seront très attentifs, très attirés. Ils aiment jouer avec les petits. Des jeux qui sont extrêmement rigolos à observer. Donc, les petits adorent se poursuivre autour d'un arbre. Donc, il y a l'arbre et ils se courent après autour. Et donc, parfois, les mâles adultes
s'intègre dans le jeu. Et donc, le mâle adulte fait des pas mais minuscules et avance tout doucement pour ne pas rattraper le petit qui lui court après. Ah oui. Et, c'est très semblable à des jeux qu'on pourrait observer avec un grand-père et ses petits-enfants. Ouais. Et on voit qu'il y a vraiment un plaisir à partager ce moment de jeu avec des petits qui ne sont pas forcément leurs propres petits-fils, mais qui sont des enfants qui semblent les attendrir aussi. Est-ce que dans les communautés de chimpanzés, vous observez de l'agisme? Est-ce qu'ils ont un regard différent selon que le sujet soit très jeune ou très vieux? Alors là, vous donnez un exemple justement de complicité, mais est-ce que vous avez déjà observé Alors, dans la communauté dans laquelle on travaillait précédemment, on avait vu des gestes très violents envers des individus âgés qui semblaient, à l'inverse de tout ce que je vous raconte, qui semble un peu le monde idéal. Oui. Là, on avait vraiment vu des comportements agressifs envers des individus âgés. À l'époque, probablement, on connaissait pas aussi bien le groupe et on connaissait pas aussi bien les interactions sociales. On n'a jamais vraiment réussi à s'expliquer pourquoi cette violence envers les... Il y avait un mâle et une femelle qui vraiment étaient fréquemment l'objet d'agressions. Dans la communauté qu'on suit actuellement, donc je vous ai dit, il n'y a plus tellement de vieux, mais en tout cas, les vieux étaient bien intégrés. C'était plutôt eux qui s'excluaient, dans le sens où ils avaient du mal à suivre le rythme, où ils mangeaient beaucoup plus lentement. Par exemple, parmi les caractéristiques des individus âgés, évidemment, on les reconnaît parce qu'ils sont amaigris, avec moins de muscles, un peu les poils hérissés, et puis ces gestes beaucoup plus lents. Mais un autre aspect, c'est justement la vue. Et par exemple, quand ils épouillent un congénère... Ils sont plus proches. Ils sont plus proches. Ils tendent les bras. C'est l'inverse. Donc, et même pour manger... C'est quoi, c'est de la presbytie quand c'est de loin. Donc, même pour manger des fruits, on voit qu'ils s'éloignent pour être sûr d'être sur le bon fruit, quoi. Ah, oui. Et donc, il y a ce côté, donc d'abord presbytie et puis probablement après myopie. Et ça, on s'en est rendu compte parce que l'individu qui, la première, nous a acceptés dans la communauté de Sibitoli sur laquelle on travaille, c'est une vieille femelle qui n'avait qu'une oreille et qui, je pense, de l'autre était un peu sourde et surtout ne voyait pas bien. Mais elle a tout de suite, malgré tout, elle nous percevait. Hein, elle nous a acceptés et elle a transmis cette confiance aux autres individus. Donc il y a aussi une sorte de référence. Et en tout cas, dans les travaux que j'ai faits sur l'automédication et sur les interactions sociales autour des plantes qui sont actives, j'ai essayé de regarder qui étaient les modèles. Il se trouve que ce n'est pas forcément la mère, c'est un individu adulte, mâle ou femelle, pas forcément avec un lien de parenté, avec un pic autour de 35 ans, donc un individu mature, et ensuite ce rôle de modèle décroît un peu. Mais ça ne veut pas dire que l'individu est exclu. Par exemple, il y a des moments à risque qui sont les moments où les chimpanzés vont dans les champs, les moments où les chimpanzés traversent la route. On a une grande route nationale très dangereuse avec de la mortalité sur la route importante. Eh bien, ces individus âgés, ils sont encadrés, ils font partie du groupe qui traverse et ils ne sont pas laissés à part. Ouais. La même chose est observée parce qu'on a beaucoup d'individus qui sont mutilés, donc ont des bras ou des pieds en moins à cause des pièges. Donc de la même façon, ils ne sont pas du tout mis à l'écart. On a des individus avec des malformations faciales qu'on suppose dues aux pesticides, donc c'est des malformations congénitales. Les petits naissent sans narines, avec des faces creuses, avec vraiment des visages différents. Et de la même façon, on n'observe pas du tout pas de rejet, d'exclusion, pas de rejet. Les mères s'en occupent aussi bien. Bon, tant mieux, on est sur une communauté un peu... très inclusif finalement, avec toutes les spécificités. Oui, après je ne saurais pas dire si c'est spécifique de notre groupe et de ce groupe-là ou si c'est général à l'espèce. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a vraiment
Donc au fur et à mesure que le nombre de communautés sont suivies, observées et servent à la recherche, il y a vraiment une ethnographie des chimpanzés. Dans le même périmètre, il y a la communauté de Ngogo qui est étudiée, qui est celle qui a été étudiée pour mettre en évidence la ménopause. C'est une communauté où les mâles sont très guerriers, conquérants, vont chercher les territoires des voisins, se battent souvent, chassent beaucoup. On est à 15 km de là, la communauté qu'on étudie, elle est complètement différente. Les chimpanzés chassent très peu, alors ils ont beaucoup de voisins humains, donc forcément ils ne vont pas conquérir du territoire, ni se battre avec les chimpanzés, mais il y a quand même une frontière au sud qu'ils n'essaient pas de défendre à tout prix. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça va être extrêmement intéressant si dans les années qui viennent, il y a encore suffisamment de chimpanzés pour pouvoir les étudier. Justement, parlons, ça va bientôt être le mot de la fin, mais c'est quoi les chiffres que vous auriez à nous transmettre, notamment sur la communauté que vous étudiez, et globalement, est-ce que c'est une espèce qui est en voie de disparition ou Et oui, c'est l'espèce la plus proche de nous. Hein. On est plus proche, pour les chimpanzés, on est plus proche d'eux qu'ils ne le sont des gorilles. Donc c'est vraiment nos frères. J'ai écrit un bouquin, je vais l'appeler Nos frères de la forêt. Je le mettrai en lien. Cette relation phylogénétique, cette évolution, on la ressent quand on les observe. Il n'y a pas que ces comportements, il y a beaucoup d'autres choses telles que les cultures, les outils, etc. Mais malgré ça, ils sont extrêmement menacés. Il n'en reste plus qu'environ 200 000 sur la planète. On estime que d'ici 20 ans, il pourrait ne plus y avoir de population viable, c'est-à-dire avec suffisamment d'individus dans un îlot forestier pour qu'ils réussissent à survivre. Il faut savoir qu'en fait, ils sont extrêmement dépendants de ces forêts tropicales. Et aujourd'hui, les forêts tropicales sont les habitats les plus menacés à cause de l'agriculture. C'est l'agriculture qui, petit à petit, fait disparaître les forêts, l'agriculture intensive, café, cacao, thé, huile de palme, etc. Tous ces aliments qu'on consomme ici, c'est pas la faute des Africains. Et voilà. Et donc on a malgré tout un peu d'espoir parce que du coup, ça peut être notre objectif dans les années futures de se dire que ces forêts, elles sont indispensables non seulement aux chimpanzés, mais aussi à notre survie pour que la planète reste respirable. Donc si on s'en fait un cheval de bataille pour les 10 prochaines années, il faut le faire vite. C'est peut-être possible de sauver ces écosystèmes qui sont... C'est maintenant qu'on doit agir. De toute façon, je remettrai le lien vers votre fondation, les livres aussi que vous avez écrits. C'est hyper important de se tenir informé, d'agir aussi en tant que citoyen, parce que vous parlez aussi des forêts qui sont exploitées aujourd'hui et on adore avoir notre chocolat sur notre table, mais en effet, est-ce qu'on peut être mieux sensibilisé sur d'où il vient, comment il a été cueilli? Oui, ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément boycotter, mais se dire que celui qui est bien produit, au contraire, génère des salaires en commerce équitable par exemple, qui fait que les producteurs ne vont pas aller braconner et qu'au contraire, ça va favoriser la reforestation par des méthodes nouvelles, des méthodes d'agriculture telles que l'agroforesterie, et que pour pousser ça, il faut qu'on favorise ceux qui se donnent le mal de bien produire. Donc continuons à manger du chocolat, mais bien produit. Voilà, vous parlez à la plus grande consommatrice de chocolat noir en France. Donc, mais je vous demanderai peut-être la liste soit des marques que vous connaissez ou des producteurs je les remettrai également parce que ça peut être hyper intéressant. Ce sont des sujets connexes et ça peut aider à la préservation. J'ai vu aussi que vous organisez des courses. Voilà, si on est un peu sportive et l'âme sportive, je pense que c'est des manières aussi de soutenir des causes. Parfois, on n'a pas le temps d'être dans le soutien au quotidien, mais de temps en temps, d'être sensible à toutes les causes qui existent dans le monde animal et dans le monde humain aussi, c'est important. On fait tous partie de la même planète, ça c'est évident. J'étais très très contente d'échanger avec vous sur la vieillesse, sur l'intergénérationnel aussi. C'était hyper intéressant de voir soit les comportements qui peuvent se rapprocher ou pas du tout, parce que l'idée c'est pas de dire même si on est cousins qu'on agit pareil, mais qu'on soit dans le respect chacun dans nos communautés de tous les âges. Ce qui est aussi très très fort chez les chimpanzés, c'est le lien entre ces mâles adultes et leur mère. Jamais ils ne vont oublier leur mère, c'est-à-dire que régulièrement ils vont rendre visite à leur mère et voir donc leur petit frère, leur demi-frère ou sœur, et que ce lien-là il perdure. Et quand on cherche un mâle, la meilleure façon de le trouver, c'est de trouver sa mère. Même à 40 ou 45 ans.
Si la mère est encore vivante, bien sûr. C'est des tanguis. Exactement. Je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais vous laisser sur le mot de la fin, qui est une question que je pose à tous mes invités. Le podcast s'appelle Encore. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Encore des forêts, encore du respect et de l'attention pour les autres, qu'ils soient humains ou non humains, y compris pour les arbres, les forêts, les végétaux. Voilà, donc encore de l'amour. Très bien. Merci infiniment, Sabrina, pour cet échange. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, ce hors-série spécial Monde Animal. C'était passionnant, en tout cas à écouter. Et pour ma part, à interviewer Sabrina, c'était aussi un petit rêve d'enfant, parce que j'ai une passion aussi pour le monde animal. Et j'ai trouvé ça hyper riche d'avoir ces parallèles avec le vieillissement chez les chimpanzés et chez les humains. Et on voit qu'on est vraiment des cousins. Et donc ça sous-entend un respect forcément induit avec tous les habitants de la planète, nos chers animaux et chers humains. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, encore_le podcast, pour ne louper aucun coulisses des épisodes et puis avoir toute l'actu. À bientôt. Hors série d'Encore, hors série, encore.